Ok. Bonsoir à vous qui êtes avec nous à l'Auditorium du Monde, du groupe Le Monde au siège de la Vie. Et bonsoir à vous qui êtes de toute la France, dans toute la France, devant vos écrans. Avec nous ce soir, vous êtes nombreux à vous être inscrits à distance. Nous accueillons ce soir Céline Spector, professeure à l'UFR de philosophie de Sorbonne Université. Céline, nous avons eu la chance de vous entendre à l'ouverture de l'université d'été des lecteurs de la vie au Croisic en juin dernier sur le thème « Que deviennent nos libertés ?» Et nous avons souhaité faire connaître vos travaux sur l'Europe au public des conférences mensuelles de la vie. D'ailleurs, votre intervention ce soir fera sans doute écho à celle de Konstantin Sigov le 27 janvier dernier. Le philosophe ukrainien nous alertait en affirmant que l'avenir de l'Europe se jouait actuellement à ses portes. Depuis une dizaine d'années, un nouveau facteur vient accroître le niveau de complexité de la réalité internationale, celui de la résurgence des empires dans le paysage géopolitique. L'empire états-unien est aujourd'hui mis au défi par d'anciennes puissances expansionnistes comme la Russie, la Chine de façon évidente, mais aussi sous d'autres modalités de la Turquie et de l'Iran. Cette réalité se manifeste non seulement par l'annexion de territoires géographiques des pourtours de ces anciens empires, recherche d'annexion de l'Ukraine par la Russie, Hong Kong par la Chine, pour ne citer que ces deux exemples. Elle se manifeste non seulement par une tentative de prise de contrôle des échanges économiques internationaux, mais aussi par un investissement massif dans un travail de sape de nos fondements démocratiques à travers la manipulation des opinions publiques occidentales sur les réseaux sociaux notamment. Autrement dit, les ambitions de ces empires émergents, réémergents, sont aussi culturelles et politiques. Ce ne sont pas les raisons de ces visées expansionnistes assumées que vous allez analyser pour nous, mais leurs conséquences sur le modèle démocratique européen. Nous avons en effet choisi d'aborder cette résurgence des empires sous l'angle de la philosophie politique en faisant un nécessaire détour par l'histoire. Vous êtes en effet, Céline Spector, spécialiste de l'histoire de la philosophie depuis le XVIIIe siècle, donc Rousseau et Montesquieu, sur lesquels vous avez écrit plusieurs livres, jusqu'à la pensée contemporaine, notamment avec Jürgen Habermas et Étienne Balibar. Vous avez travaillé sur l'héritage des Lumières, et en particulier sur ce qui a conduit à l'avènement des droits de l'homme et au ressort de la liberté des modernes. Mais faire de l'histoire, c'est une façon de continuer à penser l'avenir. Et vous affirmez que la philosophie doit prendre sa part dans l'analyse des mutations en cours et dans l'orientation des politiques à suivre. Ainsi, depuis plusieurs années, vous réfléchissez sur la démocratie et la construction européenne. Vous avez un propos que l'on peut qualifier de politique, un propos assumé que l'on peut qualifier de politique, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, au vu de l'ampleur du défi contenu dans le titre de notre conférence. Il s'agit bien de penser l'avenir d'un modèle démocratique en danger. C'est d'ailleurs le cœur de votre dernier ouvrage, Nos démos, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe, publié au Seuil en 2021. Démos, le peuple en grec. Et dans ce livre, il s'agit du peuple européen que certains estiment introuvable. Nos démos, point d'interrogation, vous montrez au contraire que les principes de la démocratie moderne, peuple, citoyenneté, volonté générale, ne sont pas niés par le projet européen, mais qu'ils peuvent au contraire y trouver un approfondissement à certaines conditions. Pourquoi ce projet européen d'approfondissement de ce que vous nommez le processus démocratique est-il mis à mal par la montée en puissance des empires? Dans ce nouveau contexte, comment les États européens pourront-ils préserver leur modèle démocratique? Donc, c'est à vous pour une cinquantaine de minutes, donc jusqu'à un peu moins de 8 heures. Et puis, le public dans cet amphithéâtre et en ligne pourra échanger avec vous jusqu'à 19h30. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Je suis vraiment très honorée et ravie d'être là pour cette conférence. Donc, quel avenir pour l'Europe dans un monde d'empire? Donc, la question que je voudrais poser avec vous ce soir est la suivante. Comment l'Europe peut-elle s'organiser et réagir face aux empires? Donc, depuis une dizaine d'années au moins, depuis la crise migratoire de 2015, depuis les attentats terroristes, l'illusion dite libérale a sans doute fait long feu. Non,
tous les peuples ne vivront pas bientôt sous le régime de la démocratie libérale, comme on l'a cru un instant en 1989. Non, le doux commerce ne pacifiera pas intégralement le monde. Nous l'observons chaque jour, la Russie, mais aussi la Turquie, et surtout la Chine, accentuent leur politique nationaliste, accélèrent leur réarmement et rétablissent des formes de contrôle étatique sur l'économie et sur la culture. Les routes de la soie qui sont promues par Xi Jinping ne sont pas seulement un beau projet commercial. Ces routes de la soie comportent également une dimension prédatrice. De même en Afrique, nouveau terrain des rivalités impériales russes et chinoises, où la France tente tant bien que mal de tirer son épingle du jeu. Dans ce contexte, la liberté politique semble chaque jour plus évanescente et notre modèle démocratique européen semble plus menacé. Alors, depuis la pandémie, depuis la guerre en Ukraine, nous savons aussi que l'Europe est extrêmement dépendante de la Chine et des États-Unis notamment, et que ce que nous nommons l'autonomie stratégique est un idéal à atteindre plus qu'une réalité. Alors, nos chaînes d'approvisionnement, par exemple, sont, on pourrait dire, tributaires d'un approvisionnement extérieur. Nous sommes également tributaires de cet approvisionnement pour nos énergies fossiles, comme l'a montré la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, et nous resterons dépendants après la transition énergétique si elle a lieu. En un mot, comme le souligne un article récent de l'excellente revue que je vous recommande, Le Grand Continent, 1 an après le début de l'agression russe contre l'Ukraine, tous les états-majors militaires et politiques de l'Union européenne réfléchissent aux conséquences de ce conflit qui ramène la guerre sur notre continent. Avons-nous des ressources militaires permettant de faire face à un conflit long et de haute intensité? De quelle autonomie stratégique disposons-nous dans un monde où nos approvisionnements dépendent de pays au régime autoritaire et menaçants, qui peuvent aussi brandir le chantage migratoire, comme la Turquie, qui est désireuse manifestement de rejouer à l'Empire ottoman? Enfin, plus grave encore, notre dépendance en matière de défense est quasiment totale à l'égard de l'OTAN et du parapluie américain, qui nous a permis de jouir depuis sa création en 1949 des dividendes de la paix. Aujourd'hui même, vous le savez sans doute, le président finlandais se rend aux États-Unis pour une visite officielle afin de discuter de la sécurité européenne et de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. La visite du président finlandais à Washington a lieu en amont d'une importante réunion trilatérale qui est prévue ce jeudi à Bruxelles, qui réunira les délégations turques, finlandaises et suédoises au sujet du processus d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Alliance atlantique. L'Union européenne s'est certes dotée depuis mars 2022, vous le savez, d'une boussole stratégique, c'est ainsi que l'a nommé notamment Joseph Borrell, mais cette boussole demeure manifestement insuffisante pour son ambition géopolitique et nous rend encore, comme en Ukraine, tributaires de l'oncle Sam. Si l'on se veut un peu lucide, la Pax Americana elle-même est cependant tout aussi fragile. D'un côté, Joe Biden a considérablement modifié le scénario isolationniste qui avait été impulsé par Donald Trump. Néanmoins, les États-Unis ont maintenu l'America First et, comme vous le savez, l'Inflation Reduction Act, donc l'IRA, qui a été acté, présente un risque de désindustrialisation massif pour l'Europe. Autrement dit, les subventions massives qui ont été accordées dans le cadre de la lutte contre le changement climatique impulsent une concurrence qui manifestement sera une concurrence déloyale et qui risque de vampiriser nos industries. Donc que faire face à ce retour du protectionnisme, on pourrait dire masqué par les ambitions climatiques, ce protectionnisme vert, sur fond de tentations géopolitiques croissantes? L'Europe, c'est la question que je voudrais poser, peut-elle maintenir son rythme de croisière, se contenter de rester ce qu'elle est, à savoir un vieux continent, en déclin démographique, incapable d'assumer sa défense? Ou bien, l'Europe a-t-elle une carte à jouer en tant que havre de paix, en tant que marché de première importance, et ce qui m'intéressera surtout aujourd'hui, en tant qu'association libre et volontaire de démocratie, unie au sein d'un régime politique qui est absolument sans égal dans le monde. Donc la thèse que je voudrais défendre avec vous ce soir est la suivante. Il me semble que l'Union européenne, que l'Europe elle-même,
ne peut pas se contenter de défendre des valeurs universelles. Au-delà de sa puissance économique, au-delà de son influence culturelle, l'Union doit devenir une puissance politique, une puissance militaire sans doute. Elle doit jouer son rôle dans un monde d'empire. Mais il me semble en effet que ceci a des conditions et que pour y parvenir sans renoncer à son esprit, l'Union doit assumer un statut politique singulier, c'est ce que j'essaye de défendre dans le livre, qui est un statut de république fédérative. Donc voilà, c'est sur cette République fédérative européenne que portera en particulier ma conférence de ce soir. Je vais m'intéresser, si vous voulez, à la dimension politique, plutôt qu'économique ou militaire, de la question. Quel régime politique inédit l'Union européenne peut-elle et doit-elle se doter dans un monde d'empire? Quel régime politique? Et si la situation géopolitique est de plus en plus menaçante au regard de la montée en puissance des autocraties, n'y a-t-il pas une fragilité tragique inhérente à nos démocraties? Peut-on remédier à cette vulnérabilité sur le théâtre du monde? Alors je procéderai en 3 temps, c'est évidemment un sujet beaucoup plus large, beaucoup trop large pour une simple conférence, mais je jetterai ici quelques pistes. Donc en 3 temps, d'abord, les raisons de l'impasse sont à mes yeux politiques. Dans un second temps, j'aborderai la dimension historique de la question, et j'irai puiser, puisque c'est mon seul domaine de compétence, dans l'histoire des idées politiques, en tentant d'exhumer ce qui serait des choix institutionnels possibles, des voies alternatives à celles que nous suivons actuellement. Troisièmement, je me demanderai dans quelle mesure on peut se servir en fait de l'histoire des idées politiques, et en particulier de l'histoire politique des Lumières, de Montesquieu, mais aussi de Madison, dont je dirai quelques mots, pour sortir de l'aporie où nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà le programme. Donc tout d'abord, dans un premier temps, les raisons de l'impasse, à mes yeux, sont politiques. Donc le point de départ que vous connaissez tous, c'est qu'il est indispensable de réagir à ce que le chancelier Olaf Scholz a nommé un changement d'air. Un changement d'air qui est advenu avec la guerre en Ukraine, depuis 1 an donc, quasiment jour pour jour, et on ignore encore comment interpréter véritablement le sens de ce changement. Bien malin celui qui pourrait en donner une interprétation définitive. En effet, la guerre en Ukraine est-elle, finalement, le dernier soubresaut de la guerre froide? Est-elle un achèvement? En effet, on sait que la période depuis la chute du mur de Berlin n'a pas été théorisée comme telle, de même qu'avait été théorisée précisément la guerre froide ou la détente. Depuis 1989, on est dans une sorte de période qui n'a pas véritablement trouvé, on pourrait dire, sa théorie géopolitique, et on ne sait pas trop si la victoire américaine ou la défaite russe, à l'issue de la guerre froide, a été véritablement si claire que l'on croit. La guerre en Ukraine pourrait être en quelque sorte le dernier coup, une sorte de revanche de l'Empire russe face à ce qu'il considère comme une fausse victoire américaine, en tout cas la volonté de reprendre la main. Mais on peut évidemment interpréter la guerre en Ukraine autrement, non pas comme la fin d'une ère ancienne, mais comme véritablement le début d'une ère nouvelle qui attend son nouveau nom, et c'est précisément en ce sens que le chancelier Scholz avait employé le terme. Donc quoi qu'il en soit, on peut dire que la guerre en Ukraine a totalement bouleversé et changé la donne en Europe, puisqu'elle a, comme on le dit, et ce sont les termes aussi de Joseph Borrell, véritablement réveillé l'Europe de son sommeil géopolitique. Alors en philosophie, on dit parfois que Hume a réveillé Kant de son sommeil dogmatique. Eh bien, on pourrait dire de même qu'en un sens, la guerre en Ukraine a vraiment réveillé l'Europe de son sommeil géopolitique, et qu'en un sens, la commission d'Ursula von der Leyen se veut officiellement une commission dite géopolitique, raison pour laquelle la boussole stratégique, notamment, a été adoptée lors du sommet de Versailles. Alors, que signifie, c'est ça mon premier point, que l'Europe souhaite assumer son statut de puissance dans un monde de puissance? Que signifie qu'elle souhaite ou qu'elle veuille officiellement assumer ce qu'elle nomme parfois, en tout cas c'est le cas de la France, c'est un peu moins le cas de l'Allemagne, sa souveraineté? Alors, ce que l'on entend habituellement par là se compose au moins de 3 éléments que je souhaiterais détailler pour commencer. Premièrement, l'Europe n'est pas seulement un marché, même si elle est bien sûr aussi un marché. Elle n'est pas, et ne sera vraisemblablement pas dans les années qui viennent, un État. Et enfin, troisièmement, elle n'est pas, et à mon avis ne sera jamais, un empire. Donc elle n'est pas un marché,
pas un État, pas un empire. D'une part, il me semble que c'est important, l'Union a été, comme vous le savez, formée à partir des communautés économiques européennes, tout d'abord comme un projet économique, c'est la fameuse solidarité de fait qui devait précéder la solidarité politique, la solidarité de droit. Mais en réalité, l'Union ne peut pas se considérer simplement comme un marché unique qui serait en quelque sorte cimenté, soudé, régulé par un ordre juridique. Ce qui est comme ça, disons, la façon la plus commune de la percevoir. Depuis quelques années, et depuis au moins la commission Delors, on sait que l'Union doit assumer sa dimension politique, c'est-à-dire qu'elle doit s'assumer aussi comme une puissance, et pas seulement comme ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un empire des normes, porté notamment par l'énorme jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, qui a véritablement consolidé ce qu'on pourrait appeler un empire du droit. L'Union aujourd'hui, c'est avant tout l'union par le droit, comme le dit le politiste Antoine Vaucher, et cette union par le droit est le soutien du marché unique, c'est-à-dire finalement des 4 libertés de circulation, des capitaux, des biens, des personnes et des services. Donc le soutien de ces libertés de circulation, mais l'Union doit cesser de se percevoir comme un simple espace abstrait, qui serait en quelque sorte indéfiniment extensible et sans véritable ancrage territorial. On a toujours l'impression que l'Union ne sait pas véritablement où est son ancrage. Alors on dit elle est en Europe, mais qu'est-ce que l'Europe? Où sont ses frontières orientales? C'est précisément tout l'enjeu ici. L'Europe doit assumer, donc c'est mon point ici, qu'elle est un lieu et pas seulement un espace, qu'elle n'est pas seulement un espace d'exploration des libertés, pas seulement un espace, on pourrait dire, de revendication de la diversité culturelle, constitutionnelle, mais qu'elle est véritablement un lieu doté de frontières qu'elle doit donc défendre. Alors, pour autant, bien sûr, et c'est là toute la difficulté, l'Union ne dispose pas des moyens de défendre ses frontières, et il est très vraisemblable qu'elle n'en disposera pas dans les prochaines années. Je crois qu'il faut véritablement ne pas se faire d'illusions sur la question. Le coût évalué de la véritable défense européenne est beaucoup plus élevé que ce que nous, contribuables européens, serions vraisemblablement prêts à donner pour qu'elle puisse véritablement se défendre. Donc l'OTAN restera manifestement le pilier principal de notre défense pour les années à venir. D'autre part, c'est le second point, et il me semble que les raisons de l'impasse actuelle sont là, l'Union peut se vouloir comme une puissance, mais elle ne peut pas se vouloir comme un État. Elle ne peut pas se revendiquer comme un État fédéral au sens complet, et notamment parce qu'elle ne dispose pas des instruments centralisés dont dispose un pays comme les États-Unis d'Amérique. Elle ne dispose pas notamment des leviers fiscaux, des ressources propres, qui lui permettraient de fait, en s'appuyant sur une police, une justice, une armée, de monopoliser la violence légitime, ce qui est véritablement la fonction d'un État. Alors, évidemment, ça tient à toute une série de choses sur lesquelles on pourra revenir. Les peuples, les différents démoïs qui composent l'Union européenne, qui s'est élargie de manière très successive, de 6 à 28 puis 27, ces peuples sont non seulement hétérogènes du point de vue des traditions juridiques, administratives, linguistiques, mais également, on pourrait dire, les sociétés, les peuples eux-mêmes sont profondément différents d'un point de vue industriel, d'un point de vue culturel, et on pourrait dire du point de vue de leur perspective en politique étrangère. On sait bien que les pays à l'Est sont beaucoup plus tournés, notamment vers l'Alliance atlantique, que nous autres, notamment français. Donc les pays membres de l'Union font valoir des intérêts, et ils font valoir ces intérêts, on pourrait dire, de manière assez tranchée. Ils n'hésitent pas, comme la Hongrie notamment, à faire usage du droit de veto au Conseil européen comme un instrument de chantage. Enfin, dernière difficulté massive, l'Europe est face à des empires, mais elle n'est pas elle-même un empire. Et même, on peut dire qu'elle s'est construite contre le modèle de l'empire. Alors, qu'est-ce qu'un empire? Il est temps d'en venir à la définition. En un mot, l'empire est une organisation politique qui est dotée d'un centre reconnu et une organisation politique qui ne repose pas sur une unité d'ordre ethnique, linguistique ou civique, mais une unité politique qui englobe un ensemble de peuples
plus ou moins contraints d'y appartenir sous la direction d'un groupe politique ou national dominant. À ce compte, il faut, je crois, souligner que qui dit empire dit souvent déportation, persécution, exécution et presque toujours coercition, domination et exploitation, pour une part, du moins, des périphéries. Alors, bien sûr, l'Europe a parfois été assimilée à une forme d'empire. Il y a même toute une littérature dans les European Studies qui discute le caractère néo-médiéval de l'Empire européen en faisant, on pourrait dire, le descendant de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique. Et notamment une historienne très récemment, Caroline de Gruyter, vous avez peut-être lu son livre, a proposé une thèse selon laquelle l'Europe, finalement, ressemblerait significativement à l'Empire des Habsbourg, dont elle serait une forme finalement de résurgence, sachant que, comme dans l'Empire austro-hongrois, qui lui-même hérite du Saint-Empire romain germanique, eh bien l'union actuelle serait une sorte de mélange, on pourrait dire, de monarchie constitutionnelle et de démocratie, mais surtout, disons, dans son fonctionnement même, l'Union serait championne du compromis. Son but serait en quelque sorte d'instaurer la paix, d'instaurer le bien-être des peuples par la négociation, par des nominations avisées, par des concessions, si bien que le fonctionnement même de l'Union serait en quelque sorte l'héritier de ce modèle austro-hongrois. Dans un empire, il faut sans cesse, si l'on ne veut pas user toujours de la violence, de la sanction ou de l'intimidation, il faut sans cesse ajuster, négocier, temporiser et prouver sa valeur ajoutée. Alors que penser de cette analogie? Il est vrai que, s'il faut comparer, l'empire austro-hongrois est en un sens la meilleure approximation historique de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Mais, et j'insiste sur ce point, une différence majeure existe, qu'il ne faut pas négliger. L'Union s'est précisément fondée comme le contraire d'un empire, de manière quasiment explicite. Et plus précisément, l'Union s'est fondée comme le contraire de l'Empire allemand, comme le contraire du Reich. On pourrait dire contraire aussi de l'Empire napoléonien, à plus longue échéance, peut-être celui de Charlemagne, mais en tout cas, de manière très directe, comme le contraire du Reich. Et c'est contre ce modèle que Jean Monnet, Robert Schuman et tous ceux qui les entouraient ont voulu concevoir d'abord la communauté économique charbon-acier, puis ensuite que se sont constituées les communautés économiques européennes et ensuite l'Union européenne. Donc il ne s'agit pas, comme certains voudraient nous le faire croire, de l'UESS. C'est quand même quelque chose qu'on a déjà entendu. L'Europe a voulu incarner, et c'est là que les Lumières réapparaissent, une forme, on pourrait dire, de rêve philosophique qui vient de fait des Lumières, de l'abbé de Saint-Pierre, mais aussi de Kant, qui est le rêve de la paix perpétuelle. Comment, c'est ça l'enjeu, si vous voulez, instaurer cette paix qui ne soit pas simplement une trêve entre les nations européennes, mais une paix perpétuelle, c'est-à-dire qui anéantisse les semences, les causes mêmes de toute belligérance possible. Et donc, en ce sens, le projet européen consiste à se doter d'institutions qui remplacent la voie des armes par la voie du droit, en créant finalement toute une série d'institutions. L'Union a congédié la conquête, l'invasion, l'annexion, la germanisation, pourrait-on dire, des peuples. Son ambition est d'être une communauté politique fondée sur la libre volonté, et j'y insiste parce que parfois on peut s'en étonner, mais il faut quand même beaucoup de volonté pour passer sous les fourches codines des critères de Copenhague. Il y a quand même 35 chapitres regroupés en 6 thématiques, et c'est beaucoup de temps de négociation et beaucoup de réformes politiques pour pouvoir simplement accéder au droit d'être candidat à l'Union. En ce sens, l'Union est aux antipodes de l'Empire, et c'est le sens même actuel, me semble-t-il, de sa civilisation, qu'il ne faut pas confondre avec une mission civilisatrice. Alors, c'est avec ces éléments en mémoire que nous pouvons examiner le moment présent. En effet, vous le savez, des thèmes dont beaucoup ne voulaient pas entendre parler, il y a encore 10 ans, sont maintenant sur la table. La défense européenne, le renforcement de la politique étrangère, mais aussi le contrôle des investissements étrangers et
toute une série d'instruments de résilience, comme on dit joliment, hein, à l'égard des menaces hybrides, cyber et de toutes les ingérences étrangères qui sont effectivement extrêmement dangereuses pour l'Union européenne. Le dernier projet en date est sorti la semaine dernière, vous avez peut-être eu l'occasion d'en entendre parler, ce sont les Global Gateways. Alors l'Union européenne n'a vraiment pas le charme pour trouver des beaux noms hein, pour une mission, disons, de cette ampleur-là, Global Gateways. Donc Global Gateways, c'est tout simplement en fait une sorte d'équivalent européen en fait, des routes de la soie chinoises, hein, terme beaucoup plus évocateur tout de même, c'est-à-dire le développement massif à l'échelle internationale d'infrastructures, à la fois matérielles, on pourrait dire, et politiques, des structures de sécurité énergétique et numérique, un investissement massif aussi dans l'éducation, la recherche, la santé et l'environnement. Alors, voilà ce que nous avons, enfin ce que nous essayons de construire. Mais ma question, si vous voulez, ma question propre en tant que philosophe politique, est un peu différente. Ne faut-il pas aller plus loin? Ne faut-il pas aller plus loin afin d'aider l'Europe à se réinventer précisément dans un monde d'empire? Ne faut-il pas aussi, en plus de toutes ces, on pourrait dire, manœuvres sectorielles, revoir de fond en comble le modèle politique de l'Union? Ne doit-on pas revoir, c'est là ma question, et c'est la question la plus vieille en un sens de la philosophie politique, la forme même de sa constitution, hein, ce que les Grecs, Aristote notamment, nommaient sa politeia. Et c'est ça véritablement la question qui m'occupe, qui m'anime, qui est la question de savoir quelle est la bonne politeia, quelle est la bonne constitution, alors au-delà du projet qui, on le sait, a échoué, quelle est la bonne constitution véritablement pour l'Union. Donc j'en viens à mon second temps et à une approche historique ou à une approche que je dirais généalogique. Donc c'est la thèse que je tente de proposer, de défendre dans mon livre Nos Démos. Ce que je défends est en effet plus ambitieux que la position stratégique actuelle de la France quand elle parle de souveraineté européenne, qui, entre parenthèses, est déjà jugée beaucoup trop ambitieuse par les partenaires et notamment par l'Allemagne. Donc il s'agit bien sûr aussi d'une voie réaliste, il faut bien le rappeler. Ce que je propose est en effet de faire en sorte que l'Europe ne soit plus, comme elle l'est aujourd'hui, au milieu du gué, entre une confédération d'États souverains et un État fédéral complet. Donc entre la forme confédérative et la forme fédérative, on pourrait dire intégrale. Il me semble qu'il faut en effet que l'Union assume son statut politique de république fédérative. Et donc la République fédérative européenne, que j'appelle de mes vœux, a une histoire, et c'est cette histoire qui m'intéresse en particulier ici. Donc j'en viens à ce modèle, et au modèle de souveraineté partagée que la République fédérative impose. Et donc pour donner ces lettres de noblesse philosophique à ce modèle, je voudrais un instant avec vous revenir un peu en arrière dans l'histoire, donc revenir au siècle des Lumières, et en particulier donc, à mon auteur de prédilection, enfin l'un des deux du moins, à savoir Montesquieu, puisque c'est à l'auteur de l'Esprit des lois, en 1748, donc lors de sa première publication, qu'il revient d'avoir conçu la République fédérative comme un nouveau régime politique, qui n'avait pas véritablement été théorisé auparavant dans l'histoire. Donc un régime politique à part entière, d'une dignité comparable à celle des autres formes de gouvernement, la République, la monarchie, le despotisme. Alors bien sûr, et j'y insiste, Montesquieu lui-même n'envisageait pas l'Europe comme une fédération ou comme une confédération, d'ailleurs la distinction n'était pas claire à l'époque. Mais Montesquieu réfléchit, et c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui, aux conditions de survie des républiques ou des démocraties dans un monde qui est essentiellement régi par des empires. Et pour Montesquieu, il a des pages absolument sublimes là-dessus, la Russie est un empire et le restera. Montesquieu écrit, après les tentatives de Catherine II, donc c'est juste avant l'apparition de l'Esprit des lois, 1745, il écrit « La Moscovie veut descendre de son despotisme et ne le peut. Toutes les réformes libérales impulsées par la philosophie des Lumières sont vouées à l'échec. » Et Montesquieu n'est pas plus optimiste sur la Chine, qu'il perçoit comme un empire, alors que les jésuites, précisément, le décrivaient comme une sorte d'ordre magnifique qui pouvait donner un modèle à la monarchie éclairée en France.
Donc la Russie, la Chine et, pour Montesquieu, éventuellement la Perse, ce qui serait pour nous l'Iran, sont des empires et le resteront. Il n'y aura pas de républicanisation de ces États. C'est en un sens la raison pour laquelle Montesquieu est sans doute l'auteur qui est aujourd'hui, à mes yeux, le plus utile, après, disons, les désillusions post-chute du mur de Berlin. Alors, pour échapper au tragique de l'histoire, Montesquieu considère que l'association politique des républiques est la seule solution possible. C'est la seule solution pour échapper au tragique de l'histoire. Et donc, c'est ce qu'il écrit, je me permets une petite citation, au début du livre 9 de l'Esprit des lois, où il essaye de décrire cette situation des républiques prises en tenaille, véritablement, entre les grands empires. Donc Montesquieu écrit « Ainsi, il y a grande apparence que les hommes auraient été à la fin obligés de vivre toujours sous le gouvernement d'un seul, donc dans des empires, s'ils n'avaient imaginé une manière de constitution qui a tous les avantages intérieurs du gouvernement républicain et la force extérieure du monarchique. Je parle de la République fédérative. » Donc, quelle est, on pourrait dire, cette nouvelle forme politique que Montesquieu est le premier à théoriser dans l'histoire de la pensée politique moderne? Dans l'Esprit des lois, Montesquieu insiste sur plusieurs caractéristiques de cette République fédérative. Premièrement, son origine, le fédus. C'est pour ça qu'on parle de fédération. Le fédus, c'est le pacte. Et au fond, la République fédérative se définit ainsi parce que, précisément, les républiques s'associent sur la base d'un pacte. Et ce pacte, c'est, je cite, une convention par laquelle plusieurs corps politiques consentent à devenir citoyens d'un État plus grand qu'ils veulent former. Plusieurs corps politiques deviennent citoyens d'un État plus grand qu'ils veulent former. Donc, Montesquieu définit la République fédérative, c'est assez singulier, comme ce qu'il appelle une société de sociétés. C'est une société de sociétés qui est fondée sur un traité, ce traité étant un pacte d'union libre et volontaire. Et en ce sens, Montesquieu insiste sur le caractère véritablement libre, délibéré, de cette association entre les républiques. Ça, c'est pour l'origine. Deuxième caractéristique de la République fédérative, sa fin, le but, le télos. Pourquoi s'associer? C'est évidemment, comme dans tout contrat, l'utilité des partis qui est la base de cette association politique. La République fédérative a une fonction principale, qui est la sécurité collective, la défense, et en particulier la défense face aux guerres offensives conduites par les empires. Troisièmement, troisième caractéristique, les moyens politiques. Comment la République fédérative parvient-elle à cette fin, la sécurité collective? Elle y parvient en organisant un conseil. Et ce qui est tout à fait fascinant, c'est que Montesquieu, donc avant 1748, précise toutes les modalités de constitution possibles de ce Conseil de la Fédération. Alors, il donne beaucoup d'exemples antiques, et les ligues grecques notamment font partie de ces exemples, donc il ne s'agit pas seulement d'exemples modernes, mais il faut bien voir que Montesquieu essaye vraiment de détailler et de théoriser toutes les formes possibles de constitution de la République fédérative. Et à ses yeux, cette constitution peut être soit démocratique, soit aristocratique, soit monarchique, c'est-à-dire impériale. Et ce qui est tout à fait singulier pour Montesquieu, qui est parfois pris comme une sorte de penseur, disons, défenseur de la monarchie ou de l'aristocratie, eh bien Montesquieu écrit, je le lis, c'est en toutes lettres, « Plus la confédération approche de la démocratie, plus elle est parfaite. » Autrement dit, et Montesquieu le défend en fait dans un dossier de texte encore inédit parce que finalement il est resté manuscrit, il n'est pas passé dans le texte définitif de l'Esprit des lois, alors pour des raisons qu'on peut essayer toujours de supputer, mais on n'a aucune preuve, Montesquieu pense que la meilleure confédération est démocratique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une confédération où finalement toutes les cités, ou tous les corps politiques qui en font partie, envoient un ou plusieurs représentants
au Conseil de la Confédération. Et dans ce Conseil, il faut que, premièrement, chaque État conserve sa souveraineté, c'est le terme que Montesquieu emploie, et demeure donc libre de rompre les liens qui l'unissent à la République fédérative, c'est-à-dire que chaque État conserve un droit de sortie, comme celui dont l'Angleterre a fait usage à l'issue de l'article 50 du traité de Lisbonne, donc un droit de sortie, sans quoi on n'est pas dans une confédération démocratique. Et deuxièmement, les décisions au sein de la confédération, au sein du Conseil, où siègent les élus des cités ou des États confédérés, doivent être prises à l'unanimité. Ce qui revient à accorder à chaque corps politique un droit de veto. Mais Montesquieu ajoute immédiatement, et c'est ce qui nous intéresse ici, que si cette confédération s'étend et devient finalement assez vaste, assez grande, eh bien, il faut que la confédération passe à d'autres règles de décision et que de démocratiques, elles deviennent aristocratiques, c'est-à-dire qu'elles passent de l'unanimité à la majorité qualifiée. Donc on trouve dans ces textes de Montesquieu, c'est ça que je trouve tout à fait extraordinaire, ces textes qui ont un statut, encore une fois, octorial un peu particulier, ils ne sont pas publiés, ce sont des textes qui restent manuscrits, qui sont dans les dossiers de l'esprit des lois. Eh bien, on trouve une théorie quasi complète de la République fédérative. Or, et c'est ce qui m'a intéressé notamment dans le chapitre 3 du livre, ce modèle de Montesquieu va avoir en fait un destin tout à fait extraordinaire en passant, on pourrait dire, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est-à-dire que ce modèle va être repris, en réalité, par les fédéralistes et les antifédéralistes américains au moment de la ratification de la Constitution des États-Unis en 1787-1788. Au moment de ce débat de ratification, et en particulier dans l'État de New York, où l'enjeu de la ratification était particulièrement difficile, eh bien, Montesquieu est convoqué par les deux camps, antifédéralistes et fédéralistes, et en réalité, c'est l'autorité la plus importante, en fait, c'est le philosophe le plus cité, qui est sans cesse brandi, en quelque sorte, comme une caution, comme une autorité, pour pouvoir animer les débats politiques. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse ici à ce destin de Montesquieu aux États-Unis? Parce qu'en réalité, Montesquieu va passer en quelque sorte, on pourrait dire, être réapproprié au cours de ces débats, et notamment réapproprié par quelqu'un qui va avoir évidemment un rôle crucial dans la fondation des États-Unis d'Amérique, qui est Madison. James Madison, qui avec Alexander Hamilton, et un autre compère moins connu, Alexander Jay, va en quelque sorte proposer une reconfiguration de la théorie de la République fédérative telle qu'elle existait dans l'esprit des lois et l'adapter au nouveau contexte, qui est le contexte américain des 13 colonies qui, à l'époque, formaient une confédération de 1781 donc, à 1788. Donc, je me suis intéressée notamment à la métamorphose des arguments de Montesquieu chez ces fédéralistes, et notamment dans ce qu'on appelle les Federalist Papers, qui sont les articles de presse qui ont été publiés par Madison et Hamilton en 1787-1788 pour emporter le débat sur la ratification dans l'État de New York. Et on observe notamment que Hamilton reprend quasi textuellement, le texte que je vous ai lu, quasi textuellement tout le début du livre 9 de l'Esprit des lois, pour en quelque sorte théoriser ce qui à ses yeux est devenu indispensable, c'est-à-dire la Constitution des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire la fin du régime confédératif des 13 colonies et la constitution d'une véritable fédération. Alors bien sûr, ça pourrait être un peu magique, mais ça ne l'est pas du tout même, et au fond, il faut insister sur deux choses. Tout d'abord, les arguments des antifédéralistes sont extrêmement puissants. Et je voudrais juste en dire un mot, ce sont des arguments au nom de la souveraineté, au nom du refus de la souveraineté partagée. À leurs yeux, il ne peut pas y avoir de fédération américaine, parce qu'au fond, par nature, par essence, la souveraineté est une, inaliénable, indivisible. Elle ne peut pas se diviser, elle ne peut pas se partager. C'est en quelque sorte l'essence même du concept politique de souveraineté. Donc je cite juste un passage en Pennsylvanie, je cite, « Deux souverainetés coordonnées
constituerait une aberration politique. C'est une aberration. Pourquoi ? Parce que finalement, il y en a une qui vaincrait et finalement imposerait sa domination. Donc, il faut savoir que les fédéralistes tâtonnèrent très longtemps, comme le montre notamment l'historien américain Gordon Wood, qui est un des plus grands historiens de la Révolution américaine, tâtonnèrent très longtemps avant de trouver une réponse à cet argument extrêmement puissant de la souveraineté, du refus de la souveraineté partagée. Et il revient à James Wilson, lors de la Convention de ratification de Pennsylvanie, de proposer l'argument qui irriguera par la suite toute la pensée fédéraliste américaine. En effet, dit James Wilson, la souveraineté ne réside pas dans le Congrès, elle ne réside pas non plus dans le gouvernement des États, elle réside dans le peuple tout entier. Et c'est le peuple tout entier, we the people, qui ensuite décide de la déléguer pour un mandat donné, dans des circonstances qu'il a le loisir de choisir, d'une part aux États et d'autre part à l'État fédéral. Autrement dit, la souveraineté reste unifiée, on pourrait dire, au sein du peuple lui-même, qui a le loisir de la déléguer comme il le désire, en octroyant des compétences aussi bien au niveau local qu'au niveau fédéral. Alors bien sûr, on peut toujours s'interroger sur le caractère formel de cette solution, théorique, magnifique, mais bon. Il faudra quand même une guerre civile aux États-Unis pour que les questions relatives aux compétences de la fédération soient véritablement, sinon tranchées, du moins, on pourrait dire, mises en place de manière sérieuse. Il reste qu'avec la fédération américaine, qui donnera aussi son modèle à la fédération suisse, en 1848, c'est le modèle américain qui est retenu, eh bien, la fédération américaine donne le modèle, alors aujourd'hui bien corrompu et nous pouvons en être assez désabusés, certes, mais donne le modèle d'un accord possible entre la subsidiarité et la souveraineté. La subsidiarité, c'est la règle de décision politique qui affirme que les choix démocratiques doivent être effectués à l'échelon qui est le plus proche des administrés. Donc le principe de subsidiarité est un principe de primat du local sur le national, ou du régional sur le national. En revanche, la souveraineté, elle, qui appartient au peuple, est également investie au niveau fédéral, car c'est au niveau fédéral que la souveraineté peut véritablement se constituer dans le champ des relations internationales. Et c'est ainsi que je l'entends, pour ma part, dans le sillage notamment d'un juge à la Cour suprême américaine qui s'appelle Anthony Kennedy et qui a trouvé en 1995 une très belle formule, je trouve, en affirmant que les auteurs de la Constitution, je cite, ont brisé l'atome de la souveraineté. Ils ont brisé l'atome de la souveraineté et je pense que c'est ce que nous devons faire aussi. Alors, je clôt ainsi ce second temps de ma conférence. Il me semble que ces 7 accords entre le principe représentatif et le principe fédératif, qui a été repris ensuite par les fédéralistes italiens, aujourd'hui un peu oubliés, qui doit nous servir de boussole pour penser le meilleur régime de la politeia européenne, tout en réfléchissant bien sûr à ce qui nous distingue du modèle américain, et qui est très fondamental, bien sûr. Comprendre la souveraineté, c'est comprendre qu'elle peut se constituer en faisceau de droits ou en faisceau de compétences, c'est-à-dire qu'on peut précisément, sur la base des traités, et les États restant, comme on dit, maîtres des traités, qu'on peut attribuer à l'Union, effectivement, un certain nombre de compétences en politique étrangère et dans le domaine de la sécurité et de la défense notamment. Il faut donc, c'est ce que j'essaie de défendre, s'affranchir du fétiche de la souveraineté absolue, alors qui vient de mon autre auteur fétiche, c'est le cas de le dire, qui est Rousseau, le fétiche de la souveraineté absolue. Il faut en quelque sorte sortir du modèle rousseauiste et frapper d'obsolescence la vision unitaire et métaphysique du concept de souveraineté. C'est la condition de possibilités philosophiques et politiques pour que la République fédérative européenne puisse, en quelque sorte, voir le jour. Alors, maintenant, dans un troisième et dernier temps, assez brièvement, je voudrais
essayer de voir avec vous si ce modèle de république fédérative peut en quelque sorte prendre sens encore aujourd'hui. Alors, bien sûr, toute la question, c'est de savoir quelle pertinence on peut accorder à cette théorie de la république fédérative européenne. Alors, d'un point de vue politique d'abord, il me semble que la difficulté principale que nous rencontrons dans l'Union européenne, c'est précisément ce qu'on appelle le triangle institutionnel, ce triangle institutionnel composé du Conseil européen, qui depuis 1974, sous Valéry Giscard d'Estaing, occupe la place prééminente dans l'équilibre de nos institutions. Donc le Conseil européen, le Conseil des chefs d'État et de gouvernement d'une part, le Parlement européen élu directement par les citoyens, et puis la Commission européenne qui a le monopole de l'initiative législative. Donc on est dans ce triangle avec un certain nombre de réussites, mais aussi un certain nombre de dysfonctionnements qui tiennent notamment, précisément, au maintien de la règle d'unanimité dans le vote pour un certain nombre de décisions communes au Conseil européen. Et donc, il me semble, en particulier, au regard des dissensions qui peuvent survenir, qui sont survenues, notamment avec le cas de la Hongrie. On a vu que la Pologne s'en désolidarisait récemment, mais le cas de la Hongrie est quand même très clair. Les dissensions très fortes, la volonté de faire prévaloir les égoïsmes nationaux au Conseil donne un pouvoir beaucoup trop grand aux États sur les questions de sécurité collective et de politique étrangère, de même qu'en matière fiscale notamment. Et donc progresser dans le sens de la République fédérative, c'est véritablement vouloir renforcer la cohésion de notre politique étrangère, l'harmonisation aussi de nos législations. Sans quoi l'épée de Damoclès reviendra toujours. Alors d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue écologique, puisque c'est un nouvel enjeu, et pour ma part, je souhaiterais approfondir désormais ces questions, ma thèse sera ici qu'il faut en effet répondre aux Américains, à l'IRA notamment, ça c'est une chose, notamment par le Made in Europe qui est en train de se dessiner, mais aussi, et c'est quelque chose qui me semble très important ces jours-ci, miser sur la puissance normative de l'Union européenne, qui est notamment sensible dans le domaine numérique et dans le domaine climatique. C'est-à-dire que nous devons miser, pour le coup, sur cette nouvelle évangélisation peut-être, cette nouvelle mission civilisatrice, qui sait, que serait véritablement l'idée de donner une forme d'extraterritorialité au droit européen. Alors, c'est évidemment une position très controversée, mais je la défends. Alors, sur la question de cette puissance normative, donc je ne dirai rien du numérique, ce n'est pas du tout mon domaine, mais je voudrais juste dire un mot du domaine climatique, parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui va prendre une importance croissante dans les années à venir. Alors, vous le savez peut-être, et c'est quelque chose sur lequel travaille la juriste notamment Sophie Grosbon, qui est juriste à Nanterre, l'Union européenne promeut un nouveau modèle climatique, un leadership climatique, non seulement à travers ses interventions dans les COP, bien sûr, où elle est clairement leader, mais aussi grâce à la mise en œuvre d'une nouvelle génération d'accords, de traités de libre-échange, avec l'ambition de réformer, on pourrait dire, les règles du jeu du commerce international, qui sont désormais enlisées depuis l'enlisement du cycle de Doha, et notamment, précisément, le fait que la Chine ne joue pas le jeu au sein de l'OMC. Peut-être que les États-Unis ne jouent d'ailleurs pas le jeu non plus, c'est ce qui est en train d'être jugé avec l'IRA. Donc les accords nouvelle génération, comme celui entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, comprennent en effet une clause qui est tout à fait intéressante, si elle pouvait, entre guillemets, être plus ou moins généralisée, qui est une obligation juridique de mettre en œuvre des accords multilatéraux internationaux, et en particulier dans le domaine climatique, c'est-à-dire les accords de Paris. Alors, ça a l'air un peu technique et pointu, mais en réalité, c'est quelque chose d'absolument décisif, puisque, vous le savez, les États-Unis, sous Trump, sont sortis des accords de Paris, ce qui les compromet de manière absolument catastrophique. Et donc, on pourrait avoir ici une nouvelle stratégie commerciale européenne qui comporterait, comme elle le fait déjà avec le Royaume-Uni, une conditionnalité climatique. L'Union européenne, en quelque sorte, impose ses standards sociaux et environnementaux aux pays, aux États,
qui veulent entrer en commerce avec elle. Je pense que c'est la nouvelle version de ce que Montesquieu appelait, alors la formule n'est pas tout à fait dans l'esprit des lois, mais c'est à peu près ça, le doux commerce. Le doux commerce, aujourd'hui, c'est la mise en œuvre des accords de Paris, c'est la conditionnalité climatique, et il me semble que cette conditionnalité climatique pourrait effectivement influer sur les règles du jeu du commerce international, de même que la conditionnalité état de droit a été mise en place récemment, cette fois-ci au sein de l'Union, comme vous le savez, pour les subventions du plan de relance, ce qui permet d'imposer une sorte de soft power, même quand on n'a pas une armée, une police, une justice, pour faire implémenter les règles. Alors enfin, et c'est le dernier point, il me semble qu'il faut des réformes constitutionnelles. Il faut des réformes constitutionnelles, c'est-à-dire une révision des traités qui, à mes yeux, véritablement s'impose, et c'est vrai qu'on en parle de plus en plus, donc ça n'est pas non plus totalement hors champ. Aujourd'hui, la situation est profondément dysfonctionnelle, puisque le Conseil européen a la main sur les domaines régaliens, les politiques étrangères de défense, au détriment des autres institutions, comme le Conseil des ministres de l'Union européenne, notamment celui des Affaires étrangères, ou encore le Parlement européen. Or, le Conseil européen fonctionne comme un club, comme un gentleman's club, enfin avec quelques femmes quand même, assisté bien sûr par des Sherpas, des hauts fonctionnaires, des diplomates, mais clairement, ils ne font pas prévaloir l'intérêt général européen. D'où, à mon avis, l'impérieuse nécessité de réformes, on pourrait dire, au sein des traités. Premièrement, il faut changer les modalités de prise de décision, et en particulier, il faut abolir le vote à l'unanimité, au bénéfice du vote à la majorité, pour les questions relatives aux affaires étrangères et à la politique de sécurité et de défense, mais aussi à la fiscalité. Alors, ce n'est pas totalement une lubie, ça l'était sans doute il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est ce que défendent Pedro Sanchez, Mark Rutte, et plus récemment l'ancien président du Conseil italien Mario Draghi, et plus récemment encore Olaf Scholz. Alors, avec plus d'ambiguïté certes. Bien sûr, la difficulté fondamentale est précisément d'ordre constitutionnel, c'est-à-dire qu'il faut l'unanimité pour la révision des traités, il faut l'unanimité pour abolir l'unanimité. Donc, effectivement, il y a une difficulté tout à fait, qui est presque une aporie. Deuxièmement, deuxième réforme qui me paraît indispensable, il faut accroître les pouvoirs du Parlement européen. Alors bien sûr, il a été malmené récemment, le Qatargate n'a pas redoré son blason, mais il reste qu'il faut impérativement, pour donner en quelque sorte son cœur et son centre de gravité à une république fédérative européenne, dotée d'une véritable souveraineté, il faut mieux impliquer le Parlement européen et rendre visibles les choix politiques qui s'y jouent, avec une véritable alternance politique, avec des groupes politiques qui, malgré le faible taux, on pourrait dire, de participation aux élections, avec des groupes politiques qui défendent des projets de société et des politiques de défense et des politiques étrangères différentes. Donc de ce point de vue, je pense que le rôle du Parlement est absolument décisif. Aujourd'hui, le Parlement se saisit de questions de politique étrangère, mais souvent sur un mode un peu droit de l'homme, si j'ose dire. Donc elle vote, le Parlement vote le fait que la Russie est un État terroriste. Je dis, très bien, enfin, ou pas très bien d'ailleurs, on peut en discuter, mais en tout cas, ça ne sert à rien. Et c'est finalement dommage qu'un Parlement d'un tel pouvoir, qui quand même légifère sur 450 millions de citoyens européens, n'ait pas le pouvoir de délibérer d'une politique étrangère commune. Enfin bon, ça paraît tout à fait surréaliste. Et on le voit bien notamment pour les questions migratoires, qui nous reviennent sans cesse en quelque sorte à la figure. C'est-à-dire tant que l'Union ne formera pas une république fédérative, eh bien, on ne voit pas comment on pourrait ne serait-ce que commencer à régler la question migratoire pour autant qu'on puisse la régler un jour. Puisque chaque État est libre de décider de ses conditions de naturalisation, des conditions d'octroi du droit d'asile et d'accès à la nationalité, ou des conditions éventuelles de la déchéance de nationalité. Tout cela n'est pas harmonisé au niveau européen, et c'est évidemment une aberration. D'autant qu'ensuite, la libre circulation fait que ces citoyens d'un État deviennent citoyens de l'Union. Enfin, la question de l'élargissement doit évidemment être posée. Alors, je n'ai pas le temps de développer,
Mais pour ma part, je suis plutôt réticente, hein, je vous le dis simplement, je suis plutôt réticente à l'élargissement à l'Ukraine, à la Géorgie et à la Moldavie, hein, les derniers candidats, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, mais il me semble en effet peu désirable, si l'on veut effectivement ce modèle de République fédérative européenne, d'élargir encore l'Union, et je suis plutôt favorable de ce point de vue au modèle qui a été furtivement défendu à Prague, qui est le modèle de la Confédération politique européenne, un modèle qui avait d'ailleurs été en fait proposé en 1989-1990 hein, par François Mitterrand et qui a été remis au goût du jour récemment par Emmanuel Macron, supporté notamment par Olaf Scholz. Alors je voudrais simplement conclure très brièvement. Il me semble que l'intérêt d'une théorie de la République fédérative européenne est le suivant. Par rapport au rousseauisme, qui habite encore notre imaginaire politique, en particulier en France, en raison de l'héritage de la Révolution française, il me semble que la République fédérative européenne, donc héritée de Montesquieu et de Madison, conduit à penser une souveraineté partagée et non indivisible, des pouvoirs distribués et limités, en faisant ce que Hannah Arendt, qui en était une fervente défenseuse à l'époque, hein, appelle le deuil de l'absolu. Il faut que nous fassions le deuil de l'absolu, politiquement du moins. La République fédérative européenne assume le fait que nos démocraties ne peuvent survivre et prospérer face aux empires qu'en s'associant, mais en s'associant politiquement, c'est-à-dire en formant une république. Pas seulement une alliance militaire, pas seulement une alliance économique, mais une, on pourrait dire, fédération politique, même si, et c'est le second point, je ne défends pas pour ma part un État fédéral complet, puisque je suis favorable au droit de sortie, et même, hein, je le dirais, au maintien du vote à l'unanimité pour certaines questions exceptionnelles qui sont liées aux intérêts vitaux des États membres. Donc pour conclure, ce que je propose en quelque sorte dans le sillage d'un très bel article de Florian Louis hein, dans la revue Le Grand Continent, que je vous invite à lire, c'est une nouvelle alliance entre la cosmopolitique et la géopolitique. L'Union européenne a été et se donne toujours comme un projet cosmopolitique, à vocation universelle, en insistant sur des valeurs universelles, liberté, égalité, dignité, état de droit, justice. Mais au-delà de ces valeurs, qui sont évidemment essentielles et qui forment le socle politique de l'Union, il faut impérativement que l'Union devienne aussi géopolitique. Alliance de la cosmopolitique et de la géopolitique, ça signifie qu'il ne faut pas seulement considérer la Terre comme un bien commun, comme le lieu de solidarité que nous pourrions nouer, mais aussi comme le lieu de rivalité, de politique de puissance, comme enjeu de lutte d'appropriation et de domination. C'est exactement le contraire de ce que proposait Robert Kagan, le politiste américain, il y a déjà au moins une cinquantaine d'années, lorsqu'il présentait l'Europe comme Vénus et les États-Unis comme Mars, l'Europe comme l'héritière de Kant et les États-Unis comme l'héritière de Hobbes. C'est au contraire, en quelque sorte, la nécessité de cette Europe géopolitique que j'ai essayé de montrer avec vous ce soir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous invite à revenir à votre place pour répondre aux questions. Donc, alors, moi, j'ai découvert à quel point Montesquieu était visionnaire, hein, 250 ans, plus de 250 ans avant nous. Voilà, donc ça, c'était vraiment une découverte et qu'on pourrait beaucoup s'inspirer de lui, comme l'ont fait les Américains. J'ai entendu aussi que notre vulnérabilité, nous pourrions surmonter notre vulnérabilité en allant vers une république fédérative européenne, qui n'est pas un État fédéral, mais parce qu'il y a un droit de sortie, enfin voilà, et puis des décisions qui seraient prises pas forcément à l'unanimité, enfin voilà. Donc voilà, donc c'est une perspective un peu nouvelle qu'on entend assez peu souvent dans les discours des politiques, hein, même à l'échelle européenne. On aurait envie d'entendre des discours comme celui-ci pour nous redonner un peu du cœur et de la foi dans cet avenir européen. Voilà, et donc merci.
Je ne sais pas si vous avez des questions immédiatement dans la salle. Il y en a déjà en ligne, mais si vous voulez formuler l'une ou l'autre question. Pour l'instant, non. Alors, il y a une première question qui nous dit est-ce que, avant que nous en soyons là, dans ce projet, avant que nous ayons atteint les prémices de ce grand projet, est-ce que nous ne serons pas déjà digérés par les empires? Voilà, quel temps nous reste-t-il? Et première question. Oui, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, hein, donc je ne fais pas de prophétie. Les prophéties des intellectuels sont quasiment toujours avérées fausses, donc je ne vais pas me lancer dans la prophétie. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme d'urgence à laquelle nous n'étions pas accoutumés. Et que la guerre en Ukraine nous a donné ce sens de l'urgence, que nous n'avions plus parce que nous grisonnions en fait à long terme. Nous avions déjà l'urgence, on pourrait dire, du dérèglement climatique. C'était celle qui nous a en quelque sorte pressés récemment. Mais avec nos institutions, nous voyons que nous pouvions en quelque sorte essayer d'agir, enfin, quoique je considère précisément que la piste de la République fédérative nous permette d'agir mieux et plus vite aussi dans ce domaine climatique. Mais en dehors de cette question de l'urgence climatique, nous n'avions pas l'habitude de nous poser aussi vivement la question de notre existence même, la question de notre survie. L'Europe est relativement en paix depuis 1945. Elle a connu la guerre en ex-Yougoslavie, qui a été une guerre absolument tragique, mais qui ne l'a pas conduit à réfléchir à ses propres institutions. Et finalement, le fait qu'il y ait eu un règlement impulsé par les États-Unis à Dayton ne l'a pas conduite à se demander s'il ne fallait pas modifier la structure même, on pourrait dire, de ces institutions. Je pense que la guerre en Ukraine nous met en danger de manière beaucoup plus immédiate, de manière beaucoup plus forte et profonde, et nous invite vraiment à nous interroger sur le modèle politique qui est le nôtre. À mon avis, d'une double manière. Tout d'abord parce que nous voyons que malgré tout, ces peuples qui étaient de l'autre côté du rideau de fer, et ceux qui sont les plus à l'est, considèrent qu'il faut mourir pour l'Europe. Comme on disait, mourir pour Danzig. Mais à l'époque, c'était pour dire non, on ne doit pas mourir pour Danzig. Et aujourd'hui, on voit qu'ils veulent mourir pour l'Europe. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des gens qui sont prêts, en fait, pour se tourner effectivement vers les institutions européennes, il ne s'agit pas seulement de l'OTAN, de mettre en jeu, on pourrait dire en un sens, leur existence même. Ce qui est la définition précisément, à mon avis, d'un enjeu existentiel. Et donc, ça c'est la première chose, l'Europe n'a jamais été aussi attractive. Mais deuxièmement, et c'est ça le paradoxe, l'Europe n'a jamais été aussi menacée, aussi minoritaire en un sens, en tant que modèle politique à l'échelle internationale. C'est-à-dire que nous voyons que le modèle démocratique, la démocratie libérale comme on l'appelle, qui avait le vent en poupe après 1989, hein, c'est les années 1990, la grande décennie de ce qu'on appelait aux États-Unis les Democratization Studies, c'est-à-dire cet espoir, hein, sur lequel a travaillé notamment mon collègue Florent Guénard, que finalement les démocraties libérales allaient s'étendre au Moyen-Orient, en Afrique, etc., etc. Cet espoir est complètement mort. Et l'échec radical des printemps arabes, le fait que la Tunisie se soit transformée sous nos yeux en dictature en quelques semaines, nous invite véritablement à être totalement désillusionnés sur la possibilité d'une extension mondiale de la démocratie. Et donc tout ce qui avait fleuri dans les années 1990, les modèles de démocratie cosmopolitique, de démocratie mondiale, sont complètement, on pourrait dire, hors jeu. Et donc en ce sens, sans pouvoir directement répondre à cette question, je voudrais dire que c'est la première fois, je pense, depuis la Seconde Guerre mondiale, que même, on pourrait dire, si la guerre n'est pas dans l'Union, elle remet en cause l'Union. Alors, il y a une question d'éclaircissement qui est importante à poser maintenant pour la suite. Est-ce que vous pouvez revenir sur la différence entre une république fédérative et puis un État fédéral? Enfin, la question, c'est pouvez-vous préciser votre concept de confédération et sa différence avec la vision fédérale? Oui, alors c'est une excellente question. En fait, la distinction confédération-fédération, elle est apparue au XIXe siècle et elle a été très travaillée par des juristes, aussi bien en Allemagne qu'en France, hein. Surtout en Allemagne, parce qu'évidemment, l'Allemagne est devenue, en fait, un État fédéral. Et donc, alors, il y a plusieurs questions. Une confédération, c'est une association libre et volontaire d'États qui demeure souverain. C'est-à-dire qu'à chaque instant, dans une confédération, tout État peut sortir.
de la Confédération, qui a des objectifs particuliers de sécurité, éventuellement des objectifs économiques, etc. Une fédération se dote d'institutions politiques communes qui sont telles que, au fond, on pourrait dire qu'il y a un bien commun de la fédération et que les États, si c'est un État fédéral complet, ne peuvent pas en sortir à leur gré. Donc le Texas, malgré ses velléités sécessionnistes, ne peut pas unilatéralement sortir des États-Unis. L'Alberta, au Canada, malgré ses velléités sécessionnistes, ne peut pas unilatéralement décider de sa sortie. De même que la Catalogne en Espagne. Donc si vous voulez, il y a une sorte d'impossibilité structurelle dans la fédération qui est donnée aux subentités, aux entités, on pourrait dire fédérées, de maintenir une authentique souveraineté. Donc ça, c'est la définition principale. La souveraineté n'est pas seulement externe à l'égard du monde, mais elle est aussi interne, c'est-à-dire qu'elle régit l'ensemble des entités qui se sont associées. Et alors, on disait tout à l'heure dans l'introduction que la philosophie politique devait s'inviter dans le débat et dans l'avenir de la démocratie. Comment ça se passe en fait? Parce que est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que vos collègues philosophes qui réfléchissent sur l'Europe dialoguent avec les politiques? Comment ce que vous venez de nous dire infuse dans la politique aujourd'hui? Bon, il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions sur ce sujet. En France, les philosophes, on voit au chapitre dans les débats culturels, les débats politiques, auprès du public cultivé comme vous. Mais le passage aux institutions est très difficile au niveau de la France. Alors, ce n'est pas vrai au niveau européen, en revanche, où, depuis que j'ai publié mon livre, j'ai eu une multitude d'accès, en fait, que ce soit en fait, aux parlementaires ou à d'autres instances de recherche, notamment de l'Union européenne. L'Union européenne est beaucoup plus ouverte aux intellectuels, en un sens. Alors, bon, il est arrivé de dialoguer avec des ministres, d'être invité, voilà. Mais si vous voulez, on n'a pas du tout la même infusion en France. Et ça tient, si on veut creuser un peu la question institutionnelle, ça tient à la manière dont Sciences Po, on pourrait dire, a le monopole, on pourrait dire, des intellectuels officiels ou organiques de la République, alors que les universités sont considérées comme des parents pauvres. Je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là. Il y a une sorte de division entre les grandes écoles, Polytechnique et Sciences Po, et puis de l'autre les universités, qui est très préjudiciable. Alors même si on a effectivement, voix au chapitre dans Le Monde, dans la revue Esprit, Le Grand Continent, qui est là, à mon avis, la plus grande aventure intellectuelle, et qui est lue, à mon avis, par des décideurs politiques. C'est une revue en ligne. C'est une revue en ligne, voilà, je vous la recommande vraiment, avec des pièces de doctrine, c'est une revue mais extraordinaire, avec traduction en espagnol, en italien, enfin bon, ils font un travail absolument fondamental, et eux essayent justement d'effectuer cette mise en rapport avec le monde politique. Alors juste avant le Covid, par exemple, ils avaient monté un groupe de travail à l'Assemblée nationale, donc j'étais partie prenante de ce groupe de travail, donc on rencontrait des députés qui étaient intéressés par ces questions géopolitiques. Enfin, voilà, le Covid a un peu tué malheureusement cette initiative, mais ils prennent énormément d'initiatives de ce genre. Ils nous font parler notamment dans des réseaux diplomatiques, circuit des ambassades, des instituts culturels. Donc voilà, c'est un peu grâce à eux que les contacts entre le monde intellectuel et le monde des décideurs politiques commencent un peu à se nouer. Très bien. Alors je crois qu'il y a une question dans la salle. Bernadette. Oui, dans votre présentation, vous avez cité Habermas. Et récemment, Habermas a sorti un article très long, d'ailleurs, dans Le Monde, et c'était sur le lien entre l'Europe et les empires, justement. Et on avait l'impression, enfin, je sais pas, de dire qu'il prenait plutôt pour la négociation, qu'il avait le fait de dire l'Europe ne prend pas le bon chemin en se défendant comme elle le fait. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, mais je voulais savoir justement comment vous voyez cette position de certains intellectuels sur le lien entre l'Europe et les empires. Merci beaucoup. C'est une question très, très délicate. Parce que, en fait, si vous me posiez la question à titre personnel, je ne suis pas du tout, unilatéralement et monolithiquement favorable, par exemple, à la politique des sanctions que mène l'Union européenne, les 8 trains de sanctions contre la Russie. Pour des questions assez complexes, je pense que les sanctions peuvent s'avérer finalement parfois assez contre-productive, et je ne suis pas du tout persuadée que ce soit forcément la bonne voie. Donc qu'il faille négocier avec les empires, personnellement, j'en suis complètement convaincue. Et bon, c'est un peu politique, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron a été beaucoup critiqué quand il avait été voir Vladimir Poutine. Je pense qu'en fait, c'est la seule chose à faire.
C'est peut-être une illusion parce qu'évidemment, une fois que la décision est prise, c'est très difficile de négocier. Mais pour autant, il ne faut absolument jamais cesser de négocier. Enfin, tout le monde le sait, la diplomatie continue toujours en parallèle, même pendant les guerres. Alors, en revanche, le pacifisme est une illusion complète. Ça, je crois que l'histoire nous l'a appris. Et donc, de ce point de vue, pour avoir la paix, il faut se préparer à la guerre. Enfin, ça, c'est aussi vieux que Rome. Donc, il faut évidemment que nous soyons crédibles en tant qu'acteurs géopolitiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas négocier avec les empires. Il faut bien distinguer les deux. Je ne suis pas du tout va-t-en-guerre. Là, on se défend parce qu'il y a eu une agression territoriale, mais ce n'est pas du tout faire de l'Union européenne une puissance expansionniste. Ça n'aurait pour moi absolument aucun sens. L'Union européenne, c'est pour moi un acteur, évidemment, qui promeut la paix et les valeurs qui sont les siennes dans le monde. Ce n'est pas du tout un acteur qui va jouer la politique de puissance dans le jeu de la réelle politique classique, machiavélienne, etc. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut distinguer le fait de se préparer à la guerre et le fait de ne plus vouloir négocier. Et pour ma part, je suis tout à fait favorable au maintien de la négociation. Il est évident qu'on ne peut pas faire sans la Russie sur le théâtre du monde. Et je trouve de ce point de vue-là que le vote qui a eu lieu au Parlement européen, qui qualifie la Russie d'État terroriste, ne me paraît pas forcément adéquat. Donc c'est vraiment une question assez délicate en réalité, de savoir comment on qualifie ces empires. De même la Chine, on ne va pas tout d'un coup décider de ne plus négocier avec la Chine. En raison de l'affaire de Taïwan. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus difficile et subtil. Et d'ailleurs, les Américains en sont conscients. Si vous regardez la conférence qu'a donnée Anthony Blinken à Georgetown University, où il a présenté la politique de défense américaine, la politique de sécurité américaine, il y a tout un équilibre entre, oui, la Chine, c'est aussi un partenaire. Et c'est aussi quelqu'un, enfin un ensemble politique qu'on ne peut évidemment pas du tout négliger. Donc, si vous voulez, il n'y a jamais une sorte de voie unilatérale de la guerre ou qui serait unilatéralement belliqueuse, disons. Alors, il y a une autre question. Pendant que le micro arrive, j'en pose une autre. Que pensez-vous de l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses, à 2 vitesses, avec des États qui seraient en République fédérative et d'autres qui resteraient en dehors ? Alors ça aussi, c'est une question très difficile, parce qu'en réalité, étant donné les statuts, les traités qui nous régissent, on ne peut pas surtout fonctionner à plusieurs vitesses. Mais il y a déjà dans les traités la possibilité inscrite de ces coopérations renforcées, et notamment, elles existent déjà, on ne le sait pas toujours, mais elles existent déjà dans le domaine notamment de la défense. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de projets, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a un certain nombre de projets qui ont déjà suscité une coopération renforcée entre plusieurs États membres. Et ça, c'est inévitable et c'est très bien. Alors le problème, c'est que l'Angleterre soit sortie, alors que c'était quand même le pays avec lequel on avait l'alliance la plus forte et la plus solide. Mais en un sens, maintenant, l'Allemagne a décidé, alors pour le meilleur et pour le pire, c'était pas du tout moi ce que j'aurais souhaité initialement, de devenir une puissance militaire, d'investir 100 milliards d'euros dans sa défense. L'Allemagne va potentiellement devenir la première puissance militaire de l'Union européenne, alors même que l'Union européenne a été constituée, si on remonte à son origine, pour éviter ça, en un sens. Donc, on est dans un moment vraiment assez tendu de ce point de vue-là. Mais de fait, il est inévitable qu'il y ait des coopérations renforcées. Une question ? Pourquoi l'entrée dans l'Union européenne de l'Ukraine, de l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie serait un problème ? Alors, là aussi, j'ai pas d'expertise particulière sur la question, donc je vous dis l'opinion que je me suis forgée à partir de ce que j'ai vu et lu. Il me semble que, en fait, l'Union européenne a un certain nombre de critères d'entrée qui sont clairs, qui sont à la fois des critères politiques et des critères économiques. Donc politiquement, par exemple, il y a un critère qui est fondamental, c'est le respect de l'état de droit, l'indépendance de la justice, donc la séparation des pouvoirs qui nous vient aussi de Montesquieu, et un faible niveau de corruption. On sait aujourd'hui encore que même s'il y a eu énormément d'efforts en Ukraine, en Moldavie notamment, de fait, le niveau de corruption est encore extrêmement élevé. Donc, ça ne veut pas dire que le problème ne sera jamais résolu, mais ça veut dire que c'est un vrai problème qui va mettre... Ça ne va pas se compter en mois, ça va se compter en années, au moins peut-être en dizaines d'années. La résolution de ce problème va durer très longtemps. Deuxièmement, d'un point de vue économique, le PIB de l'Ukraine par habitant, c'est un tiers de celui de l'État le plus pauvre de l'Union européenne actuelle, qui est la Roumanie.
Donc, c'est un tiers. Donc, de mémoire, c'est 3 500 $ de PIB par habitant versus, annuel, hein, versus 10 000 pour la Roumanie. Je crois qu'en France, ça doit être 58 000 et au Luxembourg, 116 000. Enfin, voilà. Pour vous donner l'ordre de grandeur, juste, hein, c'est vraiment très, très faible. Donc ça, c'est une deuxième raison qui tient au fait que, en fait, il faut savoir que si l'Ukraine entre avec ses 44 millions d'habitants, en fait, tous les États, y compris la Bulgarie et la Roumanie les plus pauvres, vont devenir des contributeurs nets pour pouvoir, parce qu'il y a des fonds de solidarité, c'est gigantesque la redistribution dans l'Union européenne. Donc ça veut dire que tout le monde va payer énormément pour que l'Ukraine puisse véritablement bénéficier des fonds structurels qui lui permettraient de monter aux standards européens. Donc ça veut dire que nous, à l'heure actuelle, quand même en France, mais même en Allemagne, hein, l'Allemagne est aussi réticente, hein, les réticences de la France et de l'Allemagne viennent en partie de là, qu'ils ont déjà leur propre crise à gérer, et que en fait, le coût serait absolument colossal. Et enfin, dernier élément, il est plus géopolitique, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait un déplacement du centre de gravité de l'Union européenne vers l'Est, avec un pays dont les frontières orientales seraient vraisemblablement encore pour des années indéterminées. Alors, ça pose deux types de problèmes. Premièrement, selon les règles actuelles, on n'intègre pas un État en guerre dont les frontières sont contestées. Alors, il y a eu le cas de Chypre, hein, c'est un peu un cas exceptionnel, mais c'est la règle. Et deuxièmement, on aurait du coup 2000 km de frontières avec l'Union soviétique. Donc, en fait, on aurait une modification complète de ce que c'est que le projet européen actuel. Et il y a toujours un risque, même si ce n'est pas une fatalité, que l'élargissement joue contre l'approfondissement. Ce qui s'est passé en 2004, quand on a intégré les 10 pays d'Europe centrale et orientale. Bon, c'est difficile de fonctionner à 27, hein, surtout quand on a un droit de veto. Donc fonctionner à 30 ou à 36, hein, comme l'a proposé Olaf Scholz, c'est quand même encore plus difficile, surtout avec de telles disparités économiques, politiques entre les États membres. Donc, ce sont ces considérations-là, évidemment pas du tout l'admiration sans borne que j'ai pour le peuple ukrainien qui défend sa liberté. C'est pas ça la question. C'est vraiment une question de fonctionnement de l'Union. Il y a une question, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais si l'Ukraine ne devait pas rejoindre l'Union européenne, que pourrait devenir ce territoire ? Je ne sais pas si c'est votre... Mais ce que je disais, hein, c'est la fameuse solution qui a été proposée de la Confédération politique. C'est-à-dire, en fait, bon, c'est une formule un peu magique, hein, évidemment. Après, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Il faudrait voir. Mais l'idée, c'est quand même qu'on puisse avoir, c'est une manière d'expérimenter les multiples vitesses que vous avez évoquées, des partenariats renforcés qui donnent accès à certains des biens publics créés par l'Union européenne. Parce que qu'est-ce que c'est que cette république fédérative ? Je n'ai pas eu le temps de le développer, mais je le fais dans le livre. C'est en fait une entité qui crée des biens publics. Donc, qui crée de la sécurité, qui crée de la stabilité politique, économique, qui crée éventuellement de la sécurité climatique, etc., etc. Et en fait, ces biens publics, on peut parfois y accéder, je dirais, de manière partielle. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, accéder éventuellement, c'est le plus facile, aux échanges Erasmus. On peut accéder à un certain nombre, disons, de droits et de biens qui sont fournis par l'Union européenne actuelle, sans pour autant avoir le droit de vote au Conseil européen. C'est-à-dire avoir une sorte de citoyenneté pleine et entière au sein des États membres. Et donc, je trouve que c'est la piste, en fait, la plus réaliste aujourd'hui. Alors, de ce point de vue, hein, du point de vue du réalisme politique, c'est-à-dire, en fait, sans avoir voix au chapitre sur tous les sujets, pouvoir bénéficier de partenariats renforcés qui donnent accès, notamment, par certains aspects, au marché intérieur, à l'espace d'enseignement supérieur. Je crois que c'est très important, les échanges intellectuels, et voilà, tous ces biens publics sans pour autant siéger au Conseil européen. Pas de questions dans la salle. Alors, oui, alors, allez-y. Juste, j'habite à Alger, et donc en regardant les choses un peu de l'extérieur, bon, par exemple, au niveau des ambassades, la plupart des pays européens ont une ambassade, mais il y a en plus une ambassade de l'Union européenne. Sur un certain nombre de contrats passés avec l'État algérien, disons, les États européens de la même Union sont en concurrence. Donc voilà, comment vous voyez en fait tout ce travail, disons, il y a un travail intérieur à faire, mais comment arriver à présenter, disons, à l'extérieur de l'Europe, un visage un peu plus voilà, uni, en tout cas moins concurrentiel peut-être.
Merci beaucoup, parce que ça va exactement dans le sens en fait, de ce que j'essaye de défendre avec la République fédérative. Aujourd'hui, il y a effectivement des rivalités fortes entre les États membres, et pas seulement entre la France et l'Allemagne. Il y a des modèles qui doivent rester différents, des modèles économiques et sociaux qui doivent rester différents, et le modèle de fédération que je défends n'est pas du tout un modèle d'uniformisation. Mais c'est un modèle qui doit permettre de court-circuiter les rivalités, les concurrences que vous évoquez. C'est-à-dire de trouver la ligne d'une cohérence dans la politique étrangère. Et vous avez raison de mentionner le fait qu'il y a une ambassade, il y a des délégations de l'Union européenne à la COP, il y a toutes sortes d'un travail aussi de ce qu'on appelle l'assistance technique. Alors, c'est un petit peu technique là aussi, mais qui vient auprès des gouvernements, et notamment dans les pays du Maghreb. Mais ça a été le cas aussi en Grèce, avec plus ou moins de succès, comme on le sait. Mais en tout cas, il y a tout ce travail, on pourrait dire, de diplomatie de l'Union européenne, mais qui fonctionne en parallèle avec celle des États membres. Et parfois, il y a des frictions. Et c'est la raison pour laquelle il faut effectivement plus de cohésion, il faut plus de cohérence dans la politique étrangère. Et ça fait peu de temps que l'Union européenne a cette boussole stratégique qui, évidemment, ne fera pas le tour de toutes ces questions. Donc il faut évidemment renforcer. Même Joseph Borrell, en fait, il n'a pas encore ce... Voilà, il l'incarne pas encore aux yeux du monde. On pourrait dire l'Union européenne, c'est Olaf Scholz qui l'incarne encore. Quand il faut que Joe Biden vienne en Europe, c'est Olaf Scholz qui va aller voir, ou Emmanuel Macron, mais c'est pas Joseph Borrell. Enfin, il va croiser effectivement Ursula von der Leyen, parce qu'elle essaye d'incarner quelque chose, mais on voit bien que c'est pas encore le cas. J'ai une question. Est-ce que le leadership en matière climatique que voudrait exercer l'Europe, est-ce que c'est la somme des volontés des États, ou est-ce que c'est au-delà de ça? C'est-à-dire qu'il y a une volonté européenne de préservation de notre avenir en matière climatique, ou est-ce que c'est un consensus? Alors, c'est une question très intéressante. Je pourrais vous faire un cours de 2 heures là-dessus, parce que je vais parler de ça au Collège d'Europe à Bruges là, dans 2 jours. C'est assez fascinant. En 1971, 1972, à l'époque, c'était encore les communautés économiques européennes, ils ont pris, pour certains en tout cas, la mesure des enjeux écologiques. Alors, ce n'était pas encore les enjeux climatiques, mais c'est des enjeux écologiques. Et donc, en 1973, donc après le rapport Meadows de 72, on a le premier programme d'action commune. Et là, on en est au 8e. Donc, ce sont des quinquennaux, des plans quinquennaux. Alors, on parle beaucoup de planification écologique. Il faut savoir que la planification écologique, elle existe dans l'Union européenne. C'était la Commission européenne depuis 1973. Donc, en fait, ce sont des plans qui ont toute une série d'objectifs qui sont parfaitement définis, détaillés et chiffrés dans tous les domaines, que ce soit protection de la biodiversité, maintenant lutte contre le dérèglement climatique, accès aux énergies renouvelables, transformation des modes de production et de consommation, passage à une économie circulaire. Enfin, je ne vais pas vous faire le tableau, mais c'est absolument colossal. Et ça va au-delà du Green Deal de 2019, qui est déjà en fait un projet absolument très impressionnant de décarbonation de nos économies, qui lui résulte évidemment d'un compromis. Mais il faut savoir que la Commission s'en est chargée d'un point de vue assez technocratique depuis très longtemps, et aussi sous l'aiguillon du Parlement. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte de surenchère et de course à l'échalote sur les questions écologistes qui ont été une sorte de, vraiment, pour le coup, très productive. Cette rivalité a été très productive entre les institutions, parce que chacun a voulu faire de la surenchère dans le domaine environnemental. Et donc, depuis très longtemps, les 2 institutions jouent en quelque sorte cette carte écologique, et donc on a toute une série de plans. Il faut savoir qu'il y a une très grande disparité entre les pays du Nord, les pays scandinaves, l'Allemagne et les Pays-Bas, qui depuis longtemps ont des politiques écologiques. La France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui n'avaient absolument aucune politique écologique jusqu'à assez récemment, et qui ont adopté leurs lois sous l'impulsion des directives européennes. Donc en fait, il y a vraiment des très grandes disparités. Et il y a eu un tournant, c'est 1995, c'est-à-dire l'entrée de l'Autriche et d'autres pays scandinaves qui, eux, avaient vraiment une haute idée des impératifs environnementaux et qui ont vraiment été très, très, très moteurs dans le développement des politiques environnementales de l'Union. Donc évidemment, ça doit aller plus loin, et moi je défends les droits environnementaux et ce qu'on appelle en fait la convention d'Aarhus, qui est une convention qui a été signée sous l'égide de l'ONU en 1998 et qui a 3 piliers, on pourrait dire l'information, la participation et la contestation. Ce sont en quelque sorte par là, ces 3 piliers, que les droits des citoyens doivent être défendus, en particulier au niveau de l'Union. Et la Cour de justice doit être en quelque sorte le gardien fédéral, la Cour fédérale, de ces droits environnementaux, comme elle doit l'être à mes yeux des droits sociaux. Donc je pense que l'enjeu d'avenir, c'est là-dessus que je voudrais travailler
maintenant, c'est la question de l'articulation justice sociale et justice environnementale, hein, les droits sociaux et les droits environnementaux. Alors, une question encore. J'en ai une autre en ligne. Est-ce que vous pensez que les initiatives européennes, citoyennes européennes, peuvent faire avancer, par exemple, la conditionnalité climatique dont vous avez parlé ? Oui, alors peut-être juste un mot sur ces initiatives citoyennes européennes. Donc depuis 2009, depuis le traité de Lisbonne, hein, vous le savez sans doute, 1 million de citoyens européens venant de plus de 7 États membres hein, peuvent donc porter en fait une initiative qui, si elle, on pourrait dire, accède à un certain nombre de conditions, doit être inscrite ensuite à l'agenda législatif, hein, si le référendum en quelque sorte est favorable, de la Commission européenne. Et donc en ce sens, on a un certain nombre d'initiatives citoyennes européennes qui ont déjà été actées. La plupart portent sur des questions sociétales ou environnementales, et questions de bien-être animal, lutte contre l'écocide, etc. Donc, il y a une voie par l'initiative citoyenne européenne, mais cette voie est quand même assez étroite. Alors, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais ce que disent les juristes, c'est qu'en fait, ça reste quand même, malgré tout, assez marginal dans l'équilibre des institutions européennes. De même que la démocratie participative et délibérative, dont c'est une instance possible, reste marginale malgré tous les efforts du Parlement, de la Commission et même de certains États membres. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais on a eu quelque chose comme qui s'appelle la Convention pour l'avenir de l'Europe, qui a siégé, alors c'était pendant le Covid malheureusement, mais pendant un an, un peu partout en Europe, avec une plateforme multilingue, avec un nombre d'événements absolument colossal qui ont été organisés. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Convention sur l'avenir de l'Europe, ben voilà, non. Hein. Et donc, c'était le plus grand exercice de démocratie délibérative et participative qui a jamais été organisé, en fait. Hein. Et donc, il faut bien se rendre compte que toutes les initiatives délibératives et participatives, généralement, échouent. Alors, pourquoi ? C'est pas forcément parce qu'elles sont mal organisées. Celle-là, elle était plutôt très bien. Mais parce qu'en en fait, il y a des problèmes de diffusion ou des problèmes ensuite de mise à l'agenda, enfin bon, qui font que j'ai du mal à croire complètement que la voie des ICE, comme celle de la démocratie participative, va nous permettre de sortir de l'impasse. Mais bon, peut-être l'avenir me donnera-t-il tort. Alors, il y a une dernière question en ligne. Est-ce que la montée des souverainistes, des partis politiques représentés au Parlement européen et qui sont contre l'Europe vous inquiète par rapport à vos souhaits, à ce que vous nous avez exposé? Alors, oui, bien sûr. Le livre, en fait, alors je n'ai pas du tout parlé de cet aspect-là, mais le livre, en fait, est une sorte de réponse à l'argumentaire souverainiste, qui, à mon avis, peut être reconstitué avec un certain nombre d'arguments assez simples, hein, dont la souveraineté ne peut être partagée, dont j'ai un peu parlé ce soir. Mais il y a toute une série d'arguments sur l'échelle de la démocratie, sur le sens de l'espoir fédéral, justement, qui, à mon avis, doivent être réfutés et considérés comme des sophismes si on ne veut pas donner du grain à moudre à ces partis populistes et souverainistes qui, de fait, sont de plus en plus puissants en Europe. Alors, il y a une seule chose, peut-être un petit espoir, c'est que depuis que les partis nationalistes, souverainistes et populistes, c'est pas la même chose, montent en puissance en Europe, jusqu'à un quart des sièges du Parlement européen ont été occupés par des partis eurosceptiques. Et donc, on pourrait dire que ça devrait, en quelque sorte, paralyser le fonctionnement des institutions. Et bien, paradoxalement, ça ne les a pas paralysés. Et moi-même, j'ai assisté, il y a quelques mois, 2-3 mois, à des séances de fonctionnement de commissions au Parlement européen, où, y compris les groupes d'extrême droite, les plus nationalistes, jouaient le jeu de la démocratie européenne. Et j'ai été complètement sidérée par ce que j'ai vu et entendu, parce qu'en fait, ce sont des partis qui arrivent au Parlement européen avec un discours totalement hostile aux institutions européennes et qui, en un sens, se font en quelque sorte absorber par le fonctionnement de ces institutions. Alors, ça ne veut pas dire que quand ils rentrent dans leur pays, ils ne continuent pas à tenir un discours enflammé contre les institutions européennes, comme le fait aujourd'hui, par exemple, la France insoumise en France. Mais si vous écoutez les députés de la France insoumise au Parlement européen, leur discours n'a strictement rien à voir. Et donc, si vous voulez, c'est ce décalage entre ce qui se passe dans le discours politique national et ce qui se passe au Parlement qui me donne un peu d'espoir pour l'avenir. Bien, on va terminer sur cette note d'espoir. Merci beaucoup de nous avoir donné un goût d'avenir pour l'Europe. Merci. Merci beaucoup.
Alors, je vais vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu ici et en ligne le 28 mars à 18h30 avec Sophie Bessy. Sophie Bessy est historienne et spécialiste du monde arabe. Et le titre de la prochaine conférence, donc face à la dérive extrémiste en Israël, pourquoi ce silence des démocraties occidentales par rapport à ce qui est en train de se passer en Israël. Voilà, merci à tous et bonne soirée. Merci.